Très bien, il est l'heure. Bonjour. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, les contrôles d'accès apparaissent dans un grand nombre de systèmes informatiques et ils constituent un des principaux mécanismes pour garantir diverses politiques de sécurité, intégrité, secret et autres. Ils fournissent aussi un cadre, une sorte de modèle pour mettre en œuvre et parfois pour décrire à un niveau intermédiaire des politiques de sécurité. Aujourd'hui, nous continuerons l'étude des contrôles d'accès. Il s'agira surtout des rôles que jouent les programmes dans les contrôles d'accès. Nous verrons par exemple quelques méthodes pour définir les droits d'accès des programmes. Nous verrons également une approche logique pour spécifier ou pour programmer les politiques de sécurité à base de contrôles d'accès. Nous laisserons pourtant pour un autre jour, ou plutôt pour une autre année, un grand nombre d'aspects du problème de la correction de ces programmes, qui est particulièrement épineux, comme vous le savez. Ceci étant un cours d'informatique, il n'est sans doute pas trop surprenant que nous nous intéressions aux programmes, ni que ceux-ci soient omniprésents. Par exemple, comme l'a montré John Mitchell lors de son intervention au séminaire la semaine dernière, les pages web contiennent souvent des programmes écrits en JavaScript qui peuvent poser des dangers. Plus généralement, des programmes apparaissent un peu partout dans chacun des éléments des contrôles d'accès. Tout d'abord, les programmes font des requêtes, parfois même assez indépendamment des activités immédiates de chaque usager. Par exemple, un programme qui périodiquement sauvegarde des copies de tous les fichiers d'un système doit demander à lire tous ces fichiers. Il est donc relativement raisonnable de voir ces programmes comme des principaux. Les programmes sont aussi l'objet des requêtes. Le plus souvent, les requêtes sont des requêtes qui demandent de lancer ces programmes, mais parfois il s'agit de requêtes qui cherchent à lire ces programmes ou même à les modifier. En outre, le moniteur de référence, qui doit décider pour chaque requête si elle doit être accordée ou non, qu'il soit monolithique ou qu'il soit décentralisé, peut être un programme ou un ensemble de programmes. Parfois, il s'agit plutôt de mécanismes de bas niveau dans le matériel de gestion des ressources d'un ordinateur, parfois de moniteurs de référence imbriqués dans la logique des applications. Ils ne sont alors pas très bien distincts et très clairs, mais ils sont quand même des programmes. Et même dans ce cas, il s'agit bien de logiciels. Enfin, généralement, des programmes mettent en œuvre, en partie ou complètement, les opérations qui sont la préoccupation des contrôles d'accès. Par exemple, les opérations pour lire ou pour écrire des fichiers. Puisque les programmes apparaissent partout dans les contrôles d'accès, nous devons bien sûr nous inquiéter de leur correction. Nous pourrions aussi craindre leur complexité. Pourtant, le rôle des programmes dans les contrôles d'accès et ailleurs n'est pas tout à fait néfaste. Parfois, il est en fait assez bénéfique. Par exemple, la semaine passée, nous avons vu qu'il est parfois souhaitable de grouper deux opérations. Ici, nous avons des opérations pour accéder à un fichier data file et pour modifier un log file. Plus généralement, on pourrait vouloir grouper une opération qui lit un fichier ou qui lit plusieurs fichiers et d'autres opérations qui enregistrent sur un journal ces accès pour d'éventuels audits. Une possibilité serait de définir une nouvelle primitive pour chaque combinaison d'opérations qui pourrait nous intéresser. L'utilisation des programmes nous en fournit un moyen particulièrement souple et général. Dans cet exemple, nous supposons que le programme P encapsule un accès au fichier logfile et au fichier datafile. L'usager Alice n'a pas le droit d'accéder directement à datafile, donc cette case est vide, ni bien sûr à logfile, mais elle a le droit de faire tourner le programme. On suppose aussi qu'il pourrait y avoir un usager auditeur qui pourrait lire le log file et pourrait
regarder le code du programme. Enfin, le programme, lui, il a le droit d'accéder aux deux fichiers, de les modifier. Notez qu'ici, nous voyons le programme comme étant un principal lui-même et en même temps comme étant un objet dans le système de contrôle d'accès. Bien entendu, nous espérons que le programme fasse son travail correctement, que par exemple, quand il accède au fichier, il fasse ce que l'usager a demandé. Quand il écrit le log file, qu'il ne l'efface pas complètement, sinon l'auditeur ne pourrait pas voir ce qui s'est passé après coup. Pour analyser cette politique de contrôle d'accès, donc, il faut comprendre si le programme fait ce qu'il est censé faire, et nous devons donc disposer d'outils qui nous permettraient de comprendre ou de limiter statiquement ou dynamiquement les actions des programmes. Donc, il est parfois difficile de savoir si une telle politique de contrôle d'accès correspond bien à ce que l'on souhaite. Il y a donc des avantages et des désavantages à tout cacher à l'intérieur des programmes. La semaine dernière, nous avons vu également que parfois il est souhaitable d'exiger que deux opérations demandent une opération ensemble, conjointement. Encore une fois, l'utilisation des programmes nous en fournit un moyen particulièrement souple et plaisant. Ici, nous supposons que le programme P, reçoit des requêtes d'Alice et de Bob, qui, eux, ne peuvent pas accéder au fichier datafile directement. Quand le programme P reçoit deux requêtes de Alice et de Bob et que ces deux requêtes coïncident et qu'elles arrivent à peu près en même temps, alors le programme P va exécuter ces requêtes sur le fichier datafile. Alice et Bob ne peuvent que transmettre ces requêtes au programme. Ici, je représente la transmission des requêtes par des X, mais évidemment, chacune des transmissions n'est pas indépendante. Il faut que ce programme soit installé comme un service qui tourne tout le temps, ou qui, du moins, a un petit bout d'état privé pour se souvenir des requêtes qui ont été soumises par Alice et Bob. Donc, une autre façon de mettre en œuvre cette politique de sécurité est de permettre à certains programmes, comme notre programme P, de modifier dynamiquement, donc pendant l'exécution, les droits d'accès des autres principaux. Pour ce faire, on doit voir le fichier, la liste de contrôle d'accès du fichier datafile comme étant elle-même un objet dans le système de sécurité. Quand Alice demande à accéder à datafile, alors le programme peut modifier la queue correspondante et plus tard, Bob peut avoir accès directement à datafile et vice-versa. Ceci est bien sûr assez dangereux et mène directement au problème plus général des modifications de la politique des contrôles d'accès. Par exemple, nous pourrions imaginer une commande confer, que voici, qui prend 4 paramètres, des identifiants pour un droit, par exemple le droit de lire un fichier, pour un usager, pour un autre usager que nous appellerons friend, et pour un objet que nous appellerons file. Si l'usager user a le droit write sur le fichier dans la matrice de contrôle d'accès, qu'ici je noterai tout simplement matrice, alors la commande ajoute ce même droit write dans la matrice. Ainsi, un usager pourrait trouver commode de partager ses droits avec un ami, sans avoir à lui confier son mot de passe et en restant tout à fait dans le cadre de la politique de contrôle d'accès, ce qui me semble plutôt une bonne chose. Si un usager a envie de partager ses droits avec un autre usager, il est très difficile de l'empêcher et c'est plutôt mieux de lui permettre de le faire sous notre regard,
en utilisant des mécanismes qui sont fournis d'avance et que nous pouvons analyser. Bien sûr, une fois qu'on commence à permettre de telles opérations qui peuvent modifier la matrice des contrôles d'accès, nous devons nous soucier très fortement de la sécurité du système dans le temps. Est-ce que nous pouvons nous retrouver dans un système, dans un état du système qui serait imprévu et peut-être dangereux? En fait, cette question de la sécurité des systèmes de le temps a été traitée depuis très longtemps, depuis le travail de Harrison, Roussa et Ullmann dans les années 70. Dans leur travail, ils définirent un système comme un ensemble fini de droits et de commandes. Chaque commande, comme la commande confer de notre exemple, était de la forme si certaines conditions sont vraies, alors faire une certaine opération. Comme dans le cas de la commande confer, les conditions sont des prédicats, sont des vérifications de l'état de la matrice de contrôle d'accès. Les opérations peuvent ajouter ou effacer des droits. Elles peuvent aussi ajouter ou effacer des principaux ou des objets. On peut alors poser précisément la question de la sécurité de la système de la façon suivante. Supposons qu'on fixe un état initial du système avec une matrice de données, et supposons que A est un principal et F est un objet, par exemple un fichier. On s'intéresse aux états qui peuvent être atteints par des applications de commande à partir de l'état initial. On demande alors, est-ce que dans tous ces états que l'on peut atteindre, il est vrai ou non qu'un certain usager a le droit d'accéder à un fichier F, ou est-ce qu'il existe des états où l'usager A le droit d'accéder au fichier F? Si on voudrait empêcher A d'accéder à F, on dit alors que cet état n'est pas sûr. Donc c'est un problème bien posé, algorithmique. Malheureusement, dans le cas général, pour des commandes de la forme la plus générale qui était envisagée dans cet article de Harrison, Rousseau et Ullmann, cette question est indécidable. C'est-à-dire qu'il n'existe pas un algorithme qui termine toujours et qui décide toujours si oui ou non un état où A pourrait avoir accès à F peut être atteint. Pourtant, pour des problèmes similaires, mais un petit peu différents parfois, le problème est décidable. Par exemple, John Mitchell, avec ses collègues Lee et Winsboro, il y a quelques années, a étudié le problème qu'ils appelèrent le problème de l'inclusion. Est-ce que dans chaque état qui peut être atteint, tout principal qui a une certaine propriété, par exemple le droit d'accès à une ressource, a aussi une autre propriété, par exemple, est employé d'une compagnie donnée? Il s'est avéré qu'avec les définitions de leur travail, qui n'étaient pas exactement celles de Harrison et de ses collègues, ce problème était en fait décidable, ce qui est assez intéressant et pourrait être pratique, sauf qu'il n'était pas vraiment décidable par des algorithmes qui terminent rapidement. Il s'avère que, grosso modo, il exigeait un temps de calcul exponentiel. Plus précisément, il était dans les classes co-NP ou co-NEXP, donc complément de temps exponentiel non déterministe ou complément de temps polynomial non déterministe. Donc ce n'est pas tout à fait des calculs que l'on a envie de faire très souvent. Donc, c'est joli, non? Voyons. S'il est donc possible de considérer chaque programme comme un principal, ce programme est pourtant lié à d'autres principaux. D'une part, il est lié à des usagers, les usagers qui l'ont écrit ou qui l'ont modifié, ceux qui l'ont fourni ou l'ont installé, ou encore ceux qui lancent le programme. Si on fait confiance au programme, c'est souvent, tout au moins en partie, parce que l'on fait confiance à ses usagers. Et donc les politiques qui établissent
ce transfert de confiance sont très importantes. Pourtant, dans un grand nombre de systèmes, elles sont souvent implicites. Il est difficile de retrouver quelles sont les politiques qui effectuent ce transfert de confiance. D'autre part, le programme est aussi allié à d'autres programmes avec lesquels il interagit. Une requête d'un browser vers le système d'exploitation peut résulter d'interactions entre le browser et bien d'autres programmes comme des add-ons comme Adobe PDF Reader, Adobe Flash Player, Windows Live Sign-in Helper, on peut continuer. Pour faire une liste, j'ai ouvert mon browser il y a quelques jours et j'étais étonné de voir combien de programmes tournaient à chaque fois que je tournais mon browser. Bon. Donc, on doit quand même comprendre quels sont les liens entre tous ces programmes et les requêtes qui sont faites en aval et leurs causes en amont. D'autre part, ces mêmes problèmes se posent pour décider d'installer des programmes, décider de les lancer. Les liens avec les autres programmes sont importants un peu partout. Ceci nous mène un peu inévitablement à la question plus générale des droits dynamiques des programmes. Un programme pourrait avoir les droits de son appeleur, qu'il s'agisse d'un programme ou d'un autre usager, ou d'un usager qui peut être tenu responsable de l'exécution du programme, peut-être l'auteur du programme. D'autres droits peut-être sont calculés, sont dérivés à partir de propriétés intrinsèques au programme. Peut-être on peut se rendre compte que le programme est bien correct, il ne fera rien de mauvais. Ou enfin, on peut vouloir combiner tous ces droits. Et en effet, une combinaison de ces droits est parfois appropriée. Quand un usager lance un programme pour aller chercher son courrier, il est parfois nécessaire et parfois approprié que ce programme combine des droits de l'usager et des droits du système. C'est par exemple le cas pour la célèbre commande MoveMail dans Emacs sous Unix. Par ailleurs, ceci n'est pas sans danger. C'est exactement cette commande qui était utilisée par des attaquants qui travaillaient pour le KGB pour attaquer les systèmes militaires américains dans les années 80 dans un incident célèbre qui est raconté dans le livre de Cuckoo's de Clifford Stoll. Au départ, quand cette commande avait été écrite, elle n'avait pas les droits du système. En cours des années 80, quelqu'un l'a modifiée pour marcher avec POP et lui a donné des droits supplémentaires, mais elle avait des petits détails qui n'étaient pas très sûrs et elle n'aurait pas dû avoir tous ses pouvoirs. Et les attaquants ont bien remarqué cela et s'en servis à très grande échelle. Donc c'est assez important de combiner les droits, c'est aussi assez dangereux. En somme, il y a plusieurs approches pour déterminer les droits dynamiques d'un programme. Aujourd'hui, nous décrirons brièvement des méthodes comme setuid dans Unix ou Code Access Security dans Java et C#, et des méthodes dynamiques qui s'appuient sur des sandbox, des bacs à sable qui servent à confiner l'exécution des programmes. Des méthodes dynamiques apparaîtront aussi dans quelques semaines quand nous parlerons de la fiabilité du logiciel. D'autres méthodes se fondent sur les propriétés intrinsèques au programme. Ces propriétés peuvent être établies par le typage ou par des preuves. Et alors, on parle parfois de proof carrying code, où les preuves accompagnent les programmes et peuvent parfois suffire à décider de lancer ces programmes et de leur permettre certains accès. Nous n'entrerons pas dans les détails de cela. Je veux juste noter que parfois on peut faire des mélanges intéressants de propriétés vérifiées statiquement et de propriétés dynamiques. Par exemple, on pourrait vérifier statiquement qu'un sandbox, qu'un bac à sable est correct pour ensuite lui permettre de faire dynamiquement certaines vérifications sur les programmes qui tournent à l'intérieur du sandbox. D'autres problèmes concernant les programmes et les contrôles d'accès se posent
en ce qui concerne la protection et l'isolation des programmes. Aujourd'hui, je vais les évoquer brièvement et je vais y revenir plus tard dans le cours. Essentiellement, on voudrait que les programmes soient protégés au repos et surtout quand ils s'exécutent, on voudrait aussi qu'ils soient forcés de communiquer seulement sur les interfaces prévues pour que le système de sécurité puisse servir de médiateur pour toutes les requêtes que font les programmes, pour qu'ils ne puissent pas être contournés. Typiquement, les tâches de protection et d'isolation sont confiées au système d'exploitation ou au matériel des ordinateurs avec des mécanismes comme les espaces d'adressage. Ce sont des mécanismes très puissants et très efficaces, mais de très bas niveau. Nous verrons brièvement que parfois des langages de programmation et leurs systèmes d'exécution peuvent fournir des moyens plus fins et plus souples, mais parfois plus coûteux. En somme, les programmes jouent un rôle important dans les contrôles d'accès, mais ils posent aussi des questions parfois délicates et qui sont loin d'être résolues complètement. Dans ce qui suit, je décrirai un peu plus concrètement quelques exemples, en commençant par l'exemple classique d'Unix que vous connaissez probablement. Je vous rappelle tout d'abord que dans Unix, les principaux sont les usagers, plus un principal spécial qui s'appelle root et qui est essentiellement tout-puissant. Les objets sont des fichiers. Les opérations sont lire, écrire et exécuter les fichiers. Chaque fichier a un propriétaire et un groupe associé. Chaque fichier a aussi une liste de contrôle d'accès qui peut être modifiée par les usagers et par root. Chaque liste de contrôle d'accès décrit les droits du propriétaire du fichier, qui s'appelle user dans ce contexte, du groupe associé au fichier et de tout autre usager. Ici, par exemple, la liste de contrôle d'accès RWX, RW-R- veut dire que le propriétaire peut lire, écrire et exécuter le fichier, que les autres membres du groupe peuvent lire, écrire mais pas exécuter le fichier, et que tout autre usager pourrait seulement lire le fichier. Donc les listes de contrôle d'accès sont super compactes, elles tiennent sur 9 bits, comme vous le voyez. Quant aux droits des programmes, ils se fondent sur la notion de setuid. Si un fichier qui contient un programme est marqué suid, alors quand le programme est lancé, il l'est avec les privilèges du propriétaire du fichier, non pas avec ceux du principal qui lance le programme. Ceci est intéressant dans le cas où le propriétaire du fichier est root et a donc énormément de privilèges, alors qu'un usager banal, avec peu de privilèges, lance le programme. Ceci permet à l'usager de faire des choses importantes sur le système, en utilisant des programmes qui ont été fournis par le système, par root. C'est un mécanisme donc très puissant, mais qui peut mener à un certain nombre d'erreurs, comme dans le cas de MoveMail que j'ai décrit brièvement. En outre, les détails de setuid sont assez complexes et ne sont pas les mêmes dans tous les systèmes Unix. Vous pouvez imaginer, setuid essentiellement gère plusieurs identifiants pour des usagers. L'identifiant de l'usager qui est propriétaire du fichier, l'identifiant de l'usager qui lance le programme. En fait, il y a 3 identifiants qui sont importants, qui s'appellent Real User ID, Effective User ID et Saved User ID. Et les appels sur setuid vont gérer ces 3 identifiants. Mais les détails de cette gestion ne sont pas uniformes dans tous les systèmes. Apparemment, dans Solaris et Linux, si le Effective User ID est 0, il y a un comportement un peu différent, alors que sur FreeBSD, c'est uniforme indépendamment de la valeur de Effective UID. Des standards comme POSIX voudraient uniformiser un peu tout ça, mais se fondent sur la notion de appropriate privilege, privilège approprié. Mais la notion d'approprié est différente dans chaque système.
Enfin, c'est un peu compliqué et un peu anecdotique en fin de compte. Et un système qui, au départ, semblerait très simple comme Unix, n'est pas sans complexité. De plus, il y a d'autres mécanismes comme set group ID pour gérer les groupes. Il y a des sortes de capacités dans Linux, il y a des répertoires. Il est donc possible de ne plus se les trouver. Ceci est aussi vrai, bien sûr, pour Windows. Windows inclut à peu près tous les mécanismes de Unix et encore d'autres. C'est un système très expressif, mais assez compliqué à gérer parfois. Je ne vais pas entrer en détail sur tout ceci. Je vais plutôt passer aux politiques des sandbox, en commençant avec une politique très simple que j'appellerai la politique du sandbox de base, où l'on distingue du code auquel on fait confiance, par exemple du code venu du disque dur local, et qui a tous les pouvoirs de l'usager qui le lance, et du code auquel on ne fait pas confiance, typiquement du code venu d'ailleurs, et qui a très peu de droits. Par exemple, on pourrait décider de ne pas lui accorder le droit d'accéder aux fichiers sur la machine locale, ou on pourrait décider qu'il peut utiliser le réseau seulement pour se connecter sur le serveur duquel il vient. Ce sandbox est implanté dynamiquement de la façon suivante. Un moniteur de référence qu'on appelle parfois un security manager est associé avec le code quand il est chargé. Ensuite, dynamiquement, ce moniteur de référence peut décider si oui ou non chaque demande du code doit être accordée. Le sandbox peut être mis en œuvre par une machine virtuelle et alors même le code auquel on fait confiance accède au système de base, au système d'exploitation, à travers des librairies. Il est très important que le code auquel on ne fait pas confiance ne puisse pas contourner la machine virtuelle pour accéder directement au système d'exploitation. Il faut que ce code auquel on ne fait pas confiance appelle la machine virtuelle et pour la plupart, ces demandes seront déniées. Parfois, comme pour se connecter vers le serveur duquel il vient, on pourra dire oui. Dans Java et dans des systèmes comme Java, comme C#, on a des mécanismes un tout petit peu plus souples qui sont fondés sur la notion de permission. L'accès aux ressources est un peu plus fin. On peut, par exemple, permettre à un bout de code d'accéder à l'écran ou d'accéder à certains fichiers, mais pas à d'autres. Et tous ces privilèges différents sont représentés par des objets Java qui s'appellent des permissions. Avant de lancer un programme, on indique pour chaque morceau de code, et ceci est fait souvent à la granularité de chaque méthode, de chaque fonction même, quelles sont les permissions de ce bout de code. Et ces permissions sont calculées par une politique de sécurité qui est configurable, qui est modifiable et qui peut déterminer ces permissions en fonction de plusieurs facteurs, mais notamment en fonction de l'origine du code. On peut alors décider que du code qui n'est pas local mais qui vient de serveurs auxquels on fait confiance a le droit d'accéder à certains fichiers avec des données qui sont moyennement importantes. Il se peut aussi que, d'une façon ou d'une autre, deux fonctions auxquelles on fait plus ou moins confiance interagissent. Et alors se pose la question de comment on doit combiner les permissions de ces deux bouts de code. Si par exemple la fonction 2 appelle la fonction 1 qui à son tour appelle les librairies, qui à son tour appelle le système d'exploitation, est-ce que nous devons tenir compte des privilèges de la fonction 1, de ceux de la fonction 2, ou plutôt de l'intersection, ou de leur union, ou de quelque chose d'autre? Il y a plusieurs réponses possibles à ce type de questions. Dans Java,
la réponse de base est fondée sur un mécanisme que l'on appelle stack inspection. Essentiellement, elle consiste à dire qu'on va prendre l'intersection. Imaginons par exemple que f est une fonction à laquelle nous faisons confiance. Un appel de f avec le paramètre s, qui est une suite de caractères, est censé modifier le fichier qui s'appelle s. Supposons que g appelle f de s, on demande alors que non seulement f, mais aussi g ait le droit de modifier le fichier. Ceci est important parce que sinon, g pourrait modifier le fichier s indirectement en se servant de f comme ce qu'on appelle un confused deputy dans la littérature. C'est le cas pour des fonctions f auxquelles on fait confiance mais qui ne sont pas très futées et qui ne vérifient pas vraiment qu'elles sont appelées correctement par d'autres morceaux de code comme G. Par exemple, supposons que nous avons une classe NaiveApp à laquelle nous faisons confiance et qui a toutes les permissions possibles et qui écrit un fichier S en appelant le système de fichiers et une classe BadApp à laquelle nous ne faisons pas confiance et qui appelle la NaiveApp et lui demande d'écrire le fichier // password qui, supposons, est le fichier qui contient les mots de passe. Quand cet appel arrive, nous avons sur la pile d'exécution NaiveApp et BadApp. Quand l'appel vers le système de fichiers arrive, nous avons tous les trois et nous pouvons nous apercevoir que l'accès au fichier est dangereux et nous pouvons le refuser. Tout ceci semble bien raisonnable. Parfois, c'est un tout petit peu contraignant pourtant. Il se pourrait que f est une fonction à laquelle on fait confiance et qui est programmée avec assez de soin et qui fait des fonctions de sécurité importantes. Par exemple, écrire des fichiers de journal pour enregistrer les appels de G. Dans ces cas-là, il est bien sûr important que f puisse accéder au fichier qui contient le journal, mais que G ne puisse pas le modifier. On permet alors à f d'affirmer positivement, explicitement, que ces accès sont corrects et sont sûrs pour qu'ils soient permis. On appelle ça parfois assert privilege. Et c'est un mécanisme qui dit essentiellement qu'il ne faut pas prendre l'intersection de tous les privilèges sur la pile, mais seulement certains, ceux de f dans ce cas particulier. Donc parfois l'intersection est trop contraignante. Il y a aussi malheureusement des exemples où l'intersection n'est pas assez contraignante, ce qui est bien gênant. Par exemple, supposons que nous avons une application naïve qui, plutôt que d'être appelée par une mauvaise application, l'appelle, garde le résultat dans une variable locale ES et puis se sert de cette variable pour appeler le système de fichiers. Le mauvais code ici est un plugin qui donne juste le nom du fichier qui contient les mots de passe. Donc, que se passe-t-il? L'application naïve appelle le bad plugin. Le bad plugin rend son argument et il n'est plus sur la pile. Quand nous avons l'appel sur le système de fichiers, nous ne voyons plus que cet appel est en quelque sorte contaminé par l'appel que nous avons fait avant sur le bad plugin. Cet appel vers le système de fichiers est dangereux et nous n'avons aucun moyen de nous apercevoir en regardant dans la pile. Donc c'est un peu catastrophique. Que faire? On peut se poser des questions sur la sécurité de cette technique de stack inspection. Est-ce qu'elle est vraiment sûre? Et si on veut qu'elle soit sûre, quelle est la politique de sécurité qu'elle garantit?
j'ai expliqué qu'on s'intéresse à les propriétés d'intégrité, de secret, etc. Ces propriétés ne sont pas du tout explicites dans la spécification de Stack Inspection. Stack Inspection se concentre sur une technique d'implantation particulière qui consiste à aller regarder dans la pile quels sont les privilèges des fonctions qui sont sur la pile et puis explique comment on prend l'intersection. Il n'explique pas quelles sont les propriétés de plus haut niveau que cette intersection devrait garantir. En outre, regarder l'intersection et regarder la pile n'est pas toujours satisfaisant. Parfois, non seulement les appels de fonctions, mais aussi d'autres constructions demandent d'être examinés. Par exemple, les exceptions ou la communication par des variables locales, comme dans notre exemple. Alors que la formulation standard de Stack Inspection est vraiment très liée à une implantation particulière avec une pile. Et d'ailleurs, cela mène aussi à des problèmes d'optimisation. Parfois, des optimisations qui auraient comme but de rendre les implantations plus efficaces pourraient vouloir modifier le contenu de la pile, par exemple pour enlever certains éléments qui ne seraient pas nécessaires, mais du coup, ces implantations ne sont plus correctes ou ne sont plus sûres. Ça devient donc assez compliqué à nouveau et il devient assez difficile de comprendre la sécurité. Et à cause de ceci, un certain nombre d'alternatives ont été suggérées, par exemple des modèles à base de flot d'informations, modèles que nous verrons la semaine prochaine. Je vous donnerai une référence à la fin du cours d'aujourd'hui si ça vous intéresse. Pour terminer sur cette partie, sur ces exemples de contrôle d'accès pour les programmes, je voudrais dire au moins un mot sur la sécurité dans Android. Android ressemble un petit peu à Java à cet égard. Tout d'abord, les applications dans Android sont écrites en Java. Elles tournent sur un middleware qui s'appelle ici le Android Middleware, mais qui essentiellement sert, entre autres choses, à gérer la communication entre composantes en fournissant un moniteur de référence pour cette communication. Le tout tourne par-dessus un système à base de Linux. Linux étant une variante de Unix, ce que je vous ai dit avant est bien sûr pertinent. Ici, pourtant, on se sert des applications comme les principaux. Chaque application est livrée avec un certain ensemble de permissions, des permissions qui sont un peu comme les privilèges dans le monde Java, mais elles sont définies différemment. Le vocabulaire de permission est un petit peu différent. Quand une application est écrite par un développeur, celle-ci déclare quelles sont les permissions requises pour que l'application tourne bien. Quand l'usager installe l'application, il doit accepter ces permissions. Dynamiquement, le système va vérifier que les permissions requises pour les accès sont bien présentes. Certaines des permissions sont assez standards, par exemple l'accès au réseau. D'autres peuvent être définies par les développeurs. Il semblerait qu'il y en a beaucoup. Apparemment, il y a plus de 100 permissions possibles. Il semblerait aussi, anecdotiquement, que c'est un monde assez désordonné en ce moment. Il y a eu une étude tout récente à la conférence CCS 2010, CCS étant Computer and Communication Security, c'est la grande conférence ACM de sécurité. Article de Barrera et d'autres personnes qui ont un peu regardé comment ça se passait en pratique dans la sécurité Android. Ils ont d'abord constaté qu'il y a beaucoup de permissions, évidemment. Ils ont aussi constaté que dans certains cas, certaines applications demandent la même permission plusieurs fois, ce qui n'a aucun effet, mais qui montre que peut-être les développeurs ne comprenaient pas vraiment ce qui était en train de se passer. Encore plus inquiétant, il y a des applications qui demandent des permissions qui n'existent même pas. Il y a encore sans doute d'autres erreurs. Par ailleurs, des erreurs sont toujours possibles
Et même si le modèle est complètement suivi, des attaques sont possibles. Il y a eu un article très amusant dans la conférence NDSS, Network Distributed System Security, du mois de février, là, il n'y a vraiment pas très longtemps, où les auteurs montraient un système d'attaque qui s'appelle Soundcomer. C'est un système qui monte des attaques sur Android. Le but de Soundcomer, essentiellement, est de voler des numéros de carte de crédit ou de petites informations similaires et de les faire fuir vers des serveurs des attaquants sans être détectés, de le faire furtivement. Une possibilité naïve consisterait à faire une application qui enregistrerait tous les appels des usagers sur les téléphones Android et puis enverrait de gros messages avec ces enregistrements vers les serveurs qui pourraient ensuite les traiter pour en extraire le numéro de carte de crédit. Cette solution marcherait, mais elle n'est pas très furtive parce qu'il faudrait faire une application qui aurait la permission d'écrire sur le réseau, d'envoyer des paquets sur le réseau et aussi d'écouter les entretiens téléphoniques. Donc, il se pourrait qu'un usager refuse d'accorder ces permissions. Ils réussissent à faire quelque chose de bien plus astucieux. Tout d'abord, ils font le traitement du son pour la conversation complètement locale pour en tirer des informations très compactes. Ils doivent donc savoir quels appels téléphoniques valent la peine d'être interceptés et pouvoir en extraire localement, avec du traitement de son, les numéros de carte de crédit. C'est tout à fait faisable pour une application Android. Ensuite, il y a le problème de faire passer ces informations sur le réseau. Même si ce sont des informations petites, il faut avoir le droit d'écrire sur le réseau pour les envoyer. Ben, pas tout à fait. Il se débrouille pour avoir une deuxième application, ou plutôt, ils réussissent à casser l'attaque en deux applications. Une application qui écoute les conversations téléphoniques et en tire un résumé. Une seconde application qui n'a pas le droit d'écouter les conversations téléphoniques, mais qui peut envoyer un peu de données sur le réseau. Il faut alors résoudre le problème de comment communique-t-elle. Il y a dans les systèmes Android quelques paramètres auxquels toutes les applications peuvent avoir accès sans causer grand émoi. Par exemple, toutes les applications peuvent aller voir quels sont les paramètres de vibrateur du téléphone. C'est un canal avec un débit très faible. Ça fait à peu près, je ne sais pas, 80 bits par seconde. Mais un numéro de carte de crédit en fait à peu près une cinquantaine. Donc c'est largement suffisant et ça permet de faire passer les numéros de carte de crédit et les sortir du système Android sans jamais avoir à demander pour une seule application les droits de, en même temps, écouter des conversations téléphoniques et envoyer des numéros de carte de crédit sur les réseaux. Voilà. Donc vous voyez, même un dessin aussi simple n'est pas aussi simple quand on commence à fouiller un peu dedans et voir ce qui est vraiment faisable, aussi bien pour les défenseurs que les attaquants. Bon, dans le reste du cours aujourd'hui, je vais changer un tout petit peu de sujet et je décrirai brièvement quelques langages et logiques pour les politiques de contrôle d'accès. Comme je l'ai dit, les moniteurs de référence sont souvent des programmes ou des ensembles de programmes. Nous devons alors nous préoccuper de leur cohérence et de leur correction. Le but de ces langages pour les politiques de contrôle d'accès est de permettre de programmer ces politiques de manière uniforme et claire. Quant aux logiques pour les contrôles d'accès, elles visent à fournir une base théorique pour ces langages et plus largement, elles visent à expliquer et à aider dans la conception des systèmes de contrôle d'accès. Un premier pas dans cette direction, en allant vers une formulation plus logique des contrôles d'accès, est de traduire les matrices vers des formules logiques. C'est assez simple. Une matrice peut être vue comme un prédicat à 3 arguments. Nous pouvons simplement écrire may access Alice foo.text read quand dans une matrice de contrôle d'accès, le principal Alice a le droit read sur l'objet
foo.text. Nous pouvons aussi avoir d'autres prédicats logiques pour représenter des groupes, des rapports de possession, etc. Nous pouvons enfin utiliser des opérateurs logiques comme la conjonction ou l'implication pour décrire des situations plus intéressantes ou des règles, comme par exemple que si un usager P peut accéder au fichier O pour l'écrire, alors il peut aussi lire le fichier. Ou que si un usager P est bon, il peut accéder au fichier et le lire. Ici, je me sers de minuscules pour les variables et de majuscules pour les constantes. Je ferai ça quand je m'en souviendrai dans les transparents qui suivent. Ces règles-ci sont des règles logiques, mais elles ressemblent assez à des règles qui apparaissent dans des systèmes qui ont des ambitions tout à fait pratiques, comme le système XACML, Extensible Access Control Markup Language, c'est un système XML pour gérer les droits d'accès. Des règles comme dans ce style apparaissent aussi dans XRML ou d'autres systèmes pour gérer les droits sur le contenu comme la musique ou les films pour les applications de DRM. Donc, des systèmes avec des ambitions un peu pratiques apparaissent dans ce espace. Dans ce qui suit, je vais plutôt décrire des efforts théoriques et des systèmes de recherche. Pour aller plus loin, nous allons nous intéresser au système réparti où plusieurs entités différentes sont des sources d'assertion et on y fait confiance différemment. Parfois, il y a des certificats qui viennent de serveurs différents, il y a des compagnies qui signent les programmes qu'elles fournissent, des usagers qui signent leurs requêtes. Et il est intéressant de pouvoir raisonner sur ces sources d'assertion et d'en tenir compte dans nos politiques de sécurité, plutôt que d'avoir une matrice pour les contrôles d'accès qui est globale et dont on ne représente pas explicitement l'origine. Une approche pour ce faire est de servir d'un opérateur 16 qui représente la communication entre contextes. C'est curieux. On voit très mal, il y a des flèches qui vont du haut vers le bas ici. Je les vois, mais je sais qu'elles sont là. Bon. Donc, quand Alice fait une assertion statement et qu'elle l'envoie à Bob, que ce soit par un canal ou par un certificat, Bob obtient que Alice dit le statement. Le fait que cette assertion passe par un canal, peut-être par un réseau local auquel on fait confiance, ou par un certificat qui traverse tout l'Internet, n'a pas d'importance à ce niveau. Le traitement de 16 est un peu plus abstrait et représente de manière générale la communication du contexte Alice vers le contexte Bob. En utilisant cet opérateur, depuis longtemps, j'ai travaillé avec un certain nombre d'autres personnes sur des logiques pour expliquer les contrôles d'accès avec des notations comme A says S et aussi A speaks for B et parle pour B. On a alors des règles logiques comme si A dit que S implique T et A dit S, alors A implique T, et puis d'autres comme si S est vrai, alors A dit S, ou si A dit que A dit S, alors A dit S. Les détails de ces règles peuvent être discutés très longuement, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il y a aussi des règles pour speaks for, notamment que si A dit que si A parle pour B et A dit S, alors B dit S, que speaks for est réflexif et transitif, enfin que si B dit que A parle pour B, alors A parle pour B. Intuitivement, speaks for veut dire que, voyons, voilà, speaks for veut dire que pour tout x, si A dit x, alors B dit x aussi. Cette interprétation intuitive implique bien ses propriétés. On peut se poser la question dans l'autre sens.
est-ce que ces propriétés impliquent bien cette formule quantifiée? En fait, elles ne sont pas complètement équivalentes. En se donnant un peu de mal, on peut pourtant prouver que ces deux points de vue sur Pix4 ont quand même les mêmes conséquences. Plus précisément que pour toute formule dans la logique proportionnelle sans quantificateur, tout ce qui peut être prouvé à partir de cette formule quantifiée peut aussi être prouvé à partir de ces axiomes plus simples et vice-versa. Donc un petit exemple, supposons que good to delete file 1 est une proposition, que B controls S est une abréviation pour si B dit S, alors S. Supposons que B dit que A parle pour B, que B contrôle good to delete file 1 et que A dit qu'il est bon d'effacer le fichier. Nous pouvons alors utiliser les règles pour obtenir que B dit qu'il est bon d'effacer le fichier et ensuite obtenir qu'il est bon d'effacer le fichier. Alors on pourra peut-être effacer le fichier. Donc avec du raisonnement de ce type, on a développé un grand nombre de systèmes. Je vous donne ici brièvement quelques références que vous n'aurez pas de mal à retrouver sur Internet. Ces systèmes sont parfois des langages pour spécifier des contrôles d'accès, comme par exemple les langages SecPal et Decal qui sont tout récents. Parfois des systèmes, certains assez anciens, comme Spooky, sur lequel Ron Rivest a travaillé, d'autres bien plus récents. Je vais juste vous donner brièvement quelques exemples de ces applications. D'abord, un exemple assez amusant, le système Gray de CMU, qui avait comme but d'utiliser les téléphones portables comme des outils pour gérer, pour utiliser, pour déléguer des autorités et pour remplacer ainsi les verrous physiques sur les portes de certains bâtiments de CMU. Ce système se servait d'assertions logiques et de preuves réparties, comme dans l'exemple suivant. On a ici un usager John avec son téléphone portable qui veut ouvrir la porte 208. La porte lui dit qu'il faut prouver une certaine formule logique. Le téléphone de John fait joindre le téléphone de Mike qui génère une nouvelle formule logique. Une preuve est trouvée qui ensuite permet à la porte de s'ouvrir. Et ça marchait vraiment et la porte s'ouvrait. C'est un peu inquiétant, je l'admets. Une autre application est le langage Binder, qui ressemble un peu au langage plus récent SecPal et Decal, mais qui est bien plus simple. Je l'expliquerai donc brièvement. Il inclut un fragment de Prolog, qui est souvent appelé Datalog. Comme vous le savez, Prolog est essentiellement un langage de programmation fonctionnelle. Datalog et son fragment sont symboles de fonction. En plus, Binder contient l'opérateur 16 et permet de définir des prédicats aux programmeurs. Par exemple, on peut écrire que Alice est le propriétaire de foo.text et que Alice dit que Bob est bon. On peut écrire une règle logique, ici ça c'est une implication de la droite vers la gauche, où on dit que si Q est le propriétaire de O et si Q bénit P, alors P peut accéder à O en mode de lecture. Et si Alice dit que que P est bon, alors Alice bénit P, et on peut en tirer que Bob peut lire le fichier foo.text. Il y a dans Binder un certain nombre de règles logiques. Je pense que je ne vais pas les décrire en détail. Je crois que pour ceux qui sont experts, vous comprendrez qu'il y a la résolution qui apparaît aussi dans Prolog, qui permet de raisonner sur l'application. Et je vous invite à consulter les transparents après pour voir ces exemples que je vais omettre. Il y a aussi des règles spéciales pour transmettre les assertions qui contiennent 16 d'un contexte à un autre. Par exemple, quand un usager F, ici je pense à F comme étant le système de fichiers, d'où le F, a certaines règles, et les détails de ces règles ne sont pas importantes,
et que ces règles-ci sont transmises à un autre principal D, disons le disque dur, on ajoute F16 à un certain nombre d'endroits dans ces règles. Vous voyez qu'une assertion qui contient Alice 16 en tête au début n'est pas incluse ici. C'est parce que les assertions de Alice peuvent être importées directement par le disque dur. On n'a pas besoin de les faire passer par F et de mettre F16 en tête. Bon, je passe sur cet exemple. J'espère que vous n'en voudrez pas. Je veux bien vous le décrire en privé ou une autre fois. L'essentiel est que les politiques peuvent être écrites en termes de prédicats spécifiques comme owns, good ou autres, que les politiques peuvent être lues de façon déclarative. On n'a pas besoin de comprendre des programmes C ou C++ pour comprendre le moniteur de référence. Enfin, les requêtes sont décidables, typiquement en temps polynomial. On peut pourtant, ou on peut être encouragé par ce résultat pour se poser d'autres questions. Par exemple, on peut poser d'autres questions algorithmiques. Est-ce qu'on peut décider si deux politiques de sécurité sont équivalentes, si elles permettent les mêmes accès? Ou est-ce qu'une politique de sécurité est plus contraignante qu'une autre? Ce qui est assez intéressant à savoir quand on remplace une politique de sécurité par une autre pour être sûr qu'on n'a pas introduit de trous de sécurité. Plus largement, pour Binder et pour d'autres langages pour exprimer les politiques de contrôle d'accès ou pour d'autres logiques, on peut se poser des questions sur les systèmes de preuves ou sur les sémantiques. Et il y a un certain nombre de travaux de recherche qui explorent ces questions. On peut aussi se demander un peu plus vaguement, est-ce qu'on peut exprimer toutes les politiques de sécurité raisonnables dans ces langages et est-ce que pour les politiques simples, on peut les exprimer simplement, ce qui est d'une grande importance pratique. Finalement, on peut aussi se poser la question des applications de ces approches. Comme je l'ai dit, certains des efforts dans cet espace ont des buts très pratiques. C'est le cas pour XACML, c'est le cas aussi pour des infrastructures à clé publique qui contiennent certaines de ces idées. Certains ont plutôt un but théorique. Elles visent plutôt à expliquer des systèmes pour aider à leur analyse ou à leur conception. Et à long terme, on peut essayer de comprendre un peu mieux lesquels de ces rôles seraient les plus fructueux. Pour finir, je veux juste signaler quelques lectures possibles. Ce n'est pas un palmarès de ce qui est écrit dans ce sujet, c'est juste quelques articles que j'ai trouvés utiles récemment. D'une part, un article assez vieux, mais quand même, je trouve assez intéressant, sur SetUID, est celui de Chen, Wagner et Dean, où ils expliquent toute la complexité de SetUID sur Unix et sur diverses variantes de Unix. Ils introduisent aussi des méthodes formelles pour essayer de comprendre comment marche SetUID. C'est une application tout à fait raisonnable et pratique des analyses formelles. Quant à la sécurité Java et Stack Inspection, il y a énormément de choses qui ont été écrites là-dessus, comme par exemple l'article sur Safkazi de Walag et ses co-auteurs. Safkazi voulant dire Security Architecture formerly known as Stack Inspection. Voilà. Et celui que je vous signale ici est un article excellent de Fournet et de Gordon qui s'appelle Stack Inspection Theory and Variance, où ils essaient de comprendre la théorie de Stack Inspection, ce que Stack Inspection fait, et à partir de là, décrivent certaines améliorations et certaines variantes. D'autres articles plus récents s'appuient sur ce travail. Quant à Android, j'ai trouvé un article d'introduction assez accessible et utile, Understanding Android Security. Enfin, pour les logiques de contrôle d'accès et les langages, un point de départ possible et un article de note de cours que j'ai écrit il n'y a pas très longtemps,
et qui contient un grand nombre de références qui pourraient vous être utiles. Eh bien, j'avais tout à fait l'intention de réserver 1 minute ou 2 pour des questions, mais malheureusement, mon temps s'est écoulé. Je suis donc prêt éventuellement à répondre à des questions brièvement après l'exposé de Ron Rivest. Et bien sûr, je serai disponible ici la semaine prochaine ou par Internet. Je vais donc finir ici et laisser la place à Ron qui parlera des problèmes de sécurité pour le vote électronique. Comme vous le savez très probablement, Ron est évidemment un des très grands pionniers en sécurité et en cryptographie. Le système RSA lui doit entre autres choses la lettre R, puisqu'il en est le principal inventeur. Il a fait énormément d'autres choses très importantes en cryptographie. Il a aussi travaillé sur des aspects non cryptographiques de systèmes de sécurité et notamment sur des aspects non cryptographiques du système de vote. Et c'est le sujet dont il nous parlera aujourd'hui.